Et on croyait qu'on devait participer à une élection transparente, crédible, comme les slogans le disaient. Mais à la grande surprise, nous sommes, vous et moi, tous, on a remarqué qu'on a participé à une nomination qui n'était pas une élection au bon sens. Est-ce que la vie sociale se résume à la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Tu vois, à son temps, on pouvait acheter un pain pour 200 francs, mais allez-y partout, les pains qu'on achetait, il y a une année passée à 200, aujourd'hui c'est à 300, 400. Et les taux de dollars, dans 48 heures, on peut changer 1 dollar contre 2000 francs. Mais lorsqu'on cite le pays le plus corrompu du monde, je dis bien, la RDC est citée. Et c'est parmi les 5 premiers. Pelo potiviye memeli binambiance boya kotale monde boya kotale pelo potiviye memeli binonde makamwe. Mesdames, Messieurs, vous êtes très nombreux en train de nous suivre de par le monde à travers votre chaîne Pelo Pro Télévision. Et nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de notre magazine Actualité du jour qui reçoit pour vous un monsieur, vous allez le découvrir bien sûr dans le cadre de cette émission. Et tant soit peu, je vais présenter mon invité. Il va se présenter pour dire qui il est. Et nous sommes très heureux bien sûr comme nous l'avions dit. Et moi, Elvis Meti à la présentation, je suis vraiment ravi de pouvoir comprendre que vous avez disponibilisé votre temps pour nous capter dans le monde, à travers l'Afrique et sur toute la planète. C'est un réel plaisir. Encore une fois, bienvenue et bonjour. Nous recevons pour vous un invité qui va se présenter et vous allez quand même lui connaître qui il est. Lui, c'est monsieur Jean-Paul Ongala. Il est bien sûr juriste de carrière. Il a fait sa carrière comme analyste politique dans plusieurs regroupements politiques et mouvements politiques de la place. Il va se présenter, vous allez lui connaître qui il est. Mais au-delà de tout, il est cadre d'un mouvement qui prône pour le changement de la RDC. Il va faire son entrée et maintenant là, nous allons lui recevoir et lui prêter le micro pour qu'il puisse compléter sa présentation en rapport avec ce qu'il est. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour et merci beaucoup, monsieur les journalistes. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans le cadre de notre émission Actualité du jour. Vous pouvez quand même compléter ce que nous venons de présenter. Oui, merci beaucoup d'être venu pour nous rencontrer. Donc, comme vous venez de le dire tout de suite, je suis M. Jean-Paul Ongala. Je suis un jeune comme tous les autres jeunes congolais. Et, parce que vous avez parlé de carrière politique, laissez-moi vous dire que j'ai commencé cette aventure politique à partir de l'université pendant que j'étais encore étudiant. En première année de graduat, j'étais parmi la coordination des étudiants membres de l'UNC depuis 2011 avec ce qui était comme chef direct. J'avais un collègue, Léon Goua, qui a transité par le ministère du Budget avec l'ex-ministre Pierre Kangoudia, avec Modeste Kambale comme qui était le chef de l'équipe. Et arrivé en 2015, il a été partant de constant et sur base de raisons personnelles, nous avions décidé de pouvoir quitter l'INC. Et c'est comme ça qu'en 2015, il a été décidé de quitter l'INC et j'ai quitté l'INC. Et en quittant l'INC, je n'ai pas croisé les bras, j'ai décidé de créer un mouvement que j'ai appelé SECOP, donc la synergie des étudiants congolais progressistes. C'était une synergie qui a réuni beaucoup d'étudiants de différentes universités, tant au pays qu'à l'étranger. Et cette synergie continue à fonctionner jusqu'à ce jour. Et partant de cette synergie, il y a des gens qui nous suivaient, qui se sont intéressés à nous. Et nous avons été associés par un monsieur que j'étais son nom ici. Et avec lui, on a finalement décidé de créer un regroupement de la société civile qu'on a appelé SOCIREC. Et la SOCIREC, c'est-à-dire Société civile républicaine du Congo. Et à cette époque, cette structure avait pour objectif de défendre
les valeurs républicaines, ce qu'on a appelé la même managériale de la SOSIREC, parce qu'on avait 5 axes prioritaires, parmi lesquels il y avait l'indépendance totale, l'unité, la souveraineté, le patriotisme renouvelé, et ainsi de suite. Alors, on a évolué et par l'entremise de cette structure, nous avions été sollicités à l'époque par les gens qui pilotaient le dialogue des cités de l'Union africaine et nous sommes parmi les membres signataires de cet accord. Et au-delà de ça, quand les échéances électoraux de 2018 sont arrivées, nous sommes décidés de pouvoir concerter nos énergies ensemble, réunir toutes les élites de partout dans le monde comme acteurs de la société civile afin de participer à ces échéances électoraux. Et cela nous a conduit à créer ce qu'on appelle la ROSICO, qui veut dire regroupement des organisations de la société civile du Congo. Et on en a créé et on croyait qu'on devait participer à une élection transparente, crédible, comme les slogans le disaient. Mais à la grande surprise, nous sommes, vous et moi, tous, on a remarqué qu'on a participé à une nomination qui n'était pas une élection au bon sens. Alors, et depuis lors, on a décidé de faire les choses autrement. Et voilà ce que j'ai eu comme petite historique à vous donner. Vraiment, nous sommes très heureux, chers internautes, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez de partout sur votre chaîne Pele Pro Télévision. Mais pour ne rien rater, pour ne rien perdre, nous vous informons et nous vous conseillons de vous abonner massivement. Partagez les informations et les actualités. Appelez les gens à aimer et à partager. Vous ne serez jamais déçus et vous n'allez pas aussi peut-être perdre aucune actualité du pays. Vraiment, merci, messieurs Jean. Je pense que Wanezalaki, bref aperçu, si on peut le dire comme ça, biographique de parcours nayo na la politique congolaise. Mais au-delà de ça, vous avez quand même assumé de grands postes et postes yo assumé. Aujourd'hui, ça vous a donné quelle valeur? Vous êtes qui actuellement? Oui, alors parce que je dois être sincère envers moi-même, oui. J'ai toujours eu le plaisir de témoigner la bonne formation et le courage que j'ai eu, que j'ai été bénéficiaire au sein de l'UNC. Parce que l'UNC m'a permis à faire des grandes découvertes, mais quand cela ne tienne, en tant que responsable, à un certain moment, il a été décidé de regarder de réalité en face et puis prendre d'autres chemins. Alors, suite à ce que j'ai connu au sein de l'INC, aujourd'hui, ça m'a donné d'ouverture et laissez-moi vous dire que je suis parmi les membres collèges fondateurs des grands partis politiques de l'opposition qui bientôt va se rendre oui, dans la scène politique congolaise qui est le MDVC, c'est-à-dire le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement qui a pour président M. Dr Justin Professeur Mudekereza. Qui est trop peu connu dans la scène politique, mais qui a fait beaucoup de réalisations parce qu'il a aimé œuvrer surtout dans l'ombre, mais sinon, à un certain moment, il a décidé de pouvoir se dévoiler au grand public et c'est par les canaux du MDVC en créant ces grands partis politiques et nous sommes parmi les collèges des fondateurs. Et cela n'a été possible que sur base de l'expérience qu'on a acquis au sein de l'UNC. Merci. Vous êtes coordonnateur adjoint du comité des étudiants de l'INEKIN, c'est ça? Bien sûr. Et qui fut le coordonnateur? C'était à l'époque, c'était Modeste Kambale, qui après un moment, à l'époque du régime sanguinaire, régime massacreur passé, on a été victime de beaucoup d'atrocités. Et Modeste, depuis qu'il a fait Kisangani jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de ces nouvelles. Et surtout que je ne fais plus membre de ce regroupement politique. Mais le regroupement quand même existe jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça a existé. Peut-être à cause de cette année, de cette pandémie. Bon, mais sinon, c'était une structure organisée et qui a existé, qui je crois que peut-être que ça existe. Là, je ne sais plus trop des choses sur la structure.
La personne de Vital Kamerhe, étant donné que vous êtes ressortissant de l'UNC, représente qui? Bon, je ne voudrais pas ici parler de personnes, mais à son temps, nous sommes dans l'actualité du jour. Vous êtes sans ignorer que comme étant citoyen, il vient d'être arrêté, il est condamné. Vous pourriez quand même avoir aussi un tout petit peu de ces nouvelles, ou encore moins de tout ce qu'il a fait pour vous, puisque vous fuites, sortissant des l'UNC. Oui, à son temps, c'est un homme que j'ai connu comme pacificateur, comme il ne cesse pas de le dire. Ça, il faut être sincère et avoir le courage de le dire. Mais l'homme peut. Nous sommes de ceux qui croient que l'homme peut. L'homme peut changer, l'homme peut mentir, l'homme peut tuer. Donc l'homme peut. Alors, à l'époque où je l'ai connu, c'est ce qui a fait même que je puisse appartenir à ces regroupements. Je l'ai connu comme un homme d'État et responsable. Et voilà. Pacificateur. Il a pacifié le pouvoir à Kabila et il pacifie le pouvoir à Tshisekedi. C'est pour cette raison que vous l'appelez pacificateur, je pense. Non, j'ai bien dit qu'à cette époque, à ce temps, parce que si vous pouvez vous rappeler bien, lorsqu'il fut président de l'Assemblée nationale, personne ne peut refuser aujourd'hui de sa manière de gérer, sa gestion au niveau de l'Assemblée nationale en tant que président. Tout le monde en a parlé. Et alors, ne fût-ce que pour sur cet aspect-là, je ne peux pas m'empêcher à son temps de l'appeler pacificateur. Et qu'aujourd'hui, lorsque vous citez des noms, que vous citez, ça ne vous engage que vous, je ne vois pas un seul instant en quoi est-ce qu'il a pacifié le pouvoir, alors que le peuple continue à couper tout ça. Et non, mais parce que vous l'appelez pacificateur. En fait, on ne veut pas rester là, mais sinon, laissez-moi quand même vous poser une dernière question par rapport à Vital Kamerhe. Quel rapport faites-vous entre sa gestion au Parlement et aujourd'hui du Janine Mabunda? Bon, Vital Kamerhe reste un modèle incontournable du point de vue de sa gestion au sein du Parlement. Et le seul et unique président que moi je peux avoir le courage de parler de lui en tant que président d'un grand organe qui est le Parlement, c'est Vital Kamerhe. Et à part lui jusqu'à ce jour, je ne vois pas quelqu'un qui peut être digne de confiance. Ça ne m'engage que moi. Alors, ne faut pas m'amener dans ces jeux-là des individus. Je crois que pour moi, Vital Kamerhe, pendant qu'il fut président de l'Assemblée nationale, il était un homme d'État digne de confiance et c'est tout. Oui, cela n'engage que vous, comme vous venez de le dire, mais on ne peut pas s'en passer pour, n'est-ce pas, fermer les yeux dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Assemblée nationale congolaise. Nous sommes sans ignorer, moi et vous, qu'il y a quand même une différence entre la gestion de Kamerhe et la gestion de Janine Mabunda. Qu'est-ce que vous reprochez à Janine et qu'est-ce que vous pourrez peut-être reprocher à la gestion de Kamerhe? À la gestion des Kamerhe, je n'ai pas en tout cas beaucoup de choses à reprocher, mais à la gestion actuelle, je ne suis pas un porte-parole de madame ou de l'Assemblée nationale ou de son président, tout ça, mais laissez-moi vous dire que avant d'arriver à cette gestion, il faut poser des questions sérieuses sur l'origine, n'est-ce pas, des animateurs de cette assemblée. Comment est-ce qu'ils ont été élus? Je ne vais pas ici parler de l'élection. Comment est-ce qu'ils ont été nommés? Et comment est-ce qu'ils se retrouvent au sein de cette assemblée? Et comment est-ce qu'ils se positionnent pour la gestion? Et donc, je ne peux pas ici prendre le risque de dire que c'est une gestion. Bon, c'est un regroupement de gens, n'est-ce pas, qui se sont réunis autour des intérêts, entre guillemets, égoïstes, et qui s'organisent, cherchent à tout prix comment se couvrir mutuellement. Et je ne vois pas une assemblée nationale ou un parlement sérieux qu'on peut faire confiance aujourd'hui. Alors, si ça a été, nous disons souvent que si les prémices sont fausses, les conclusions également. Regardez, est-ce que les gens qui sont parlementaires, la majorité absolue, qui sont parlementaires,
qui ont été nommés, parce qu'ils n'ont jamais été élus. Ils ont été nommés. Alors, quelqu'un qui a été nommé, il n'a pas un devoir de redevabilité vis-à-vis de la population. C'est ce qui fait qu'ils font les choses à leur manière. Et ils s'en foutent du reste. L'essentiel, c'est qu'ils le retrouvent, le gain des causes, la mission qu'ils se sont assignés, c'est tout. Moi, je pense que quand vous parlez de la mission d'un parlementaire, en rapport avec sa redevabilité au niveau de sa base, c'est peut-être que parler. Que voudriez-vous qu'un parlementaire puisse faire au-delà de ce qu'il a comme mission assumée? Et là, vous accusez directement le parlementaire d'aujourd'hui qui ne parle pas ou qui n'ont pas la parole à parler ou qui sont là justement pour des intérêts qui leur concernent. Et ils mettent à côté la réalité de leur base. C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais regardez la qualité de ces parlementaires dont vous faites allusion aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore dit, mais je vais vous demander de passer tout droit au non-dit que vous gardez. Comme ça me permettrait d'aborder, de saisir les taureaux par ses cornes. Regardez les parlementaires que nous avons. Des gens qui s'en foutent de la population. Regardez les taux de pain aujourd'hui. Nulle part au monde, c'est seulement en RDC. Comme vous pouvez voir, quelqu'un aller emprunter un pain de 200 francs. C'est seulement chez nous que vous allez voir une boîte de tomates, on divise en deux et 2 familles en achètent. Bon, je ne sais pas, parler c'est bon, mais dire des choses, raconter la réalité de la vie sociale, de la population, c'est tout une autre. Alors, vous pouvez parler, mais lorsque votre débat, votre philosophie tourne, n'est-ce pas, vers vos propres intérêts sans tenir compte, tout en foulant au pied la réalité sociale, je ne vois pas en quoi est-ce que vous êtes utile vis-à-vis de cette base. Et cette base qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on a rencontré pour la dernière fois depuis qu'on a été élu député, et que la prochaine fois qu'on va rencontrer cette base, c'est quelques jours avant les élections. Qu'on va amener des polos, qu'on va amener, parce qu'on sait, on a mis la population dans une situation où, si vous venez avec un verre d'eau, ou un verre du sel, on ne peut que vous voter. Parce que la personne auprès de laquelle vous apportez ce verre du sel, il en manque. Vous lui avez mis dans ces conditions pour que chaque fois que vous viendrez vers lui, qu'il vous prenne pour Moïse. Tu vois? Alors, je crois que nous allons militer et tout faire pour qu'à un moment donné, que les choses reviennent à la normalité et que ces parlementaires, bon, entre guillemets, peuvent ne fût-ce qu'avoir le minimum de respect vis-à-vis de leur base et de leur conscience, qu'ils arrivent quand même à faire les choses de manière claire et pour l'intérêt communautaire. Merci, mesdames, messieurs. Nous avons reçu pour vous, monsieur Jean-Paul Ongala, cadre du parti MDVC. Bien sûr que c'est un mouvement d'élite pour le développement et les changements. C'est avec lui que nous allons débattre le sujet d'actualité du pays. Il vient de parler, nous l'avons écouté, mais bien sûr, nous allons encore lui tendre le micro pour que nous puissions savoir. Prochainement, nous allons peut-être parler de ses ambitions, sa vision. Et pourquoi ne pas parler de sa contribution aussi à l'édifice ou à la construction de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, c'est l'émission, votre magazine Actualité du jour, présenté par votre serviteur Elvis Meti, Magister. Nous allons passer bien sûr à la deuxième partie de notre papier ou de nos questions pour parler d'un événement. Nous sommes le 1er juillet, à la veille de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, que nous célébrons 30 juin de chaque année. Le président de la République a parlé. Qu'est-ce qu'il a parlé? Pour quel effet? Et comment cela a été appréhendé dans le chef de la population congolaise? Après, bien sûr, la calamité et le problème qui surgissent au niveau social, et nous allons quand même savoir l'idée. Et pourquoi ne pas parler de la thèse et des antithèses de notre invité quant à cela? Maître. Oui, monsieur le journaliste. Comme tous citoyens, le discours du président de la République. Qu'est-ce que vous résumez? Bon, en résumé, par rapport à ce discours du président de la République, en tant qu'observateur à vertu, je retiens une chose.
D'abord, c'est un discours ambitieux, plein de bonnes ambitions, mais qu'on ne peut pas se limiter au niveau des ambitions seulement. Mais qu'il faut faire un effort pour que ces ambitions, ces belles intentions soient rendues, puissent être rendues manifestes. Parce que on peut bien se prétendre être là pour le bien-être social, pour le bien de la population, parler de l'indépendance de la justice, l'effectivité, ainsi de suite. C'est bien bon, ce sont de belles intentions, mais c'est la mise en application de tout ce qu'on a comme vision, de tout ce qu'on a comme intention, comme ambition. C'est ça la chose la plus essentielle, n'est-ce pas? Parler de l'indépendance et de la justice, c'est très bien, c'est une bonne chose, parce que cela est d'ailleurs la volonté du constituant. Parce que nous avons une constitution qui est la loi fondamentale qui consacre cette indépendance. Il n'a pas seulement dit ça, il a eu plein de choses. Un discours, comme vous venez de le dire, riche en couleurs et en formes. Alors, c'est comme ça que je dis, je ne voudrais pas ici reprendre tout ce qu'il a dit ou ses mots, mais en résumé, c'était un discours qui a été de bonnes intentions, mais qu'il arrive quand même à concrétiser tout ce qu'il a dit. Parce que c'est presque chaque les 30 qu'il y a un président qui vous fait un discours qui peut être admiré par tout. Mais n'est-ce pas que cela est comparatif au discours de Kabila, un discours en fait de son prédécesseur, excusez-moi, un discours démagogique parfois qui ne va peut-être... Non, mais c'est lorsque je vous dis que ce sont des intentions, des ambitions, mais que le problème, ce n'est pas d'avoir des ambitions. En avoir, c'est une bonne chose, mais la matérialisation de ces ambitions-là, c'est ce que le peuple en a besoin. On n'a pas besoin de beaucoup de français, de littérature, tout ça, mais tout ce que le peuple attend maintenant, c'est la mise... Là, vous parlez, moi je vais peut-être vous recadrer. Là, vous parlez, puisqu'il a parlé d'un dicton de Molière qui a parlé de quelque chose. Là, vous nous ramenez à la littérature, donc un discours plein de français, de littérature. C'est ça que vous voulez faire allusion. Oui, mais nous voulons voir tout ce qu'il a dit en application. C'est pas dans 2 ans et demi. Quand tu l'as parlé de la gratuité de l'enseignement, il a été applaudi par tout le monde, par presque la majorité absolue de la population. C'est un acte de bravoure. Mais la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que l'on doit observer? Est-ce que la vie sociale se résume à la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Tu vois, à son temps, on pouvait acheter un pain pour 200 francs, mais allez-y partout, les pains qu'on a achetés, il y a une année passée à 200, aujourd'hui c'est à 300, 400. Et les taux de dollars, dans 48 heures, on peut changer $1 contre 2000 francs. Et tout ça, c'est au détriment, n'est-ce pas, de la pauvre population, tu vois. Et alors, mais quelqu'un qui est affamé, vous venez, tout ça, vous donnez des produits, qu'est-ce qu'il va en faire? Je veux que nous fassions un peu un petit exposé scientifique. Quand vous parlez là, bien sûr, qu'un pain qui était à 200 francs, aujourd'hui a connu un once de prix à 300 francs. Je veux un peu que nous puissions un peu être contraire dans notre pensée. Pensez-vous qu'un entrepreneur qui a investi dans le domaine de la boulangerie et qui ne reçoit pas de la part de l'État peut-être un appui pour un partenariat privé-public, et celui-là aura acheté quelque chose bien avant comme un sac de farine à 2000 francs et il achète présentement à 5000 francs. Il va travailler pour un bénéfice ou il doit nécessairement continuer à travailler pour une perte? Voilà. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, mais je dois vous avouer ici, comme je le dis, je suis un analyste indépendant, je suis observateur à vertu, et puis je vais vous dire ceci, cet entrepreneur-là ne va pas travailler en perte. Et là, je crois que dans 2 pays syriens, il y a un département là, il y a des taxes, il y a tout ça, tout est organisé, n'est-ce pas? Et là où l'État existe. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Chez nous, chaque individu taxe le prix selon qu'il veut. Ça veut dire que l'État est quasiment, l'autorité de l'État est quasiment inexistante.
Les transports, ce matin, vous et moi, on a connu un problème très sérieux. Pour prendre les transports, vous pouvez trouver Pomme Matete Victoire, il y en a ceux qui vous disent 1000 francs. Pomme Matete Victoire, il y en a ceux qui vous disent 500 francs. Seraf, Pomme Matete. Donc, finalement, on ne sait pas, est-ce que l'État est en train d'être géré? Je veux vous informer, et le public aussi qui nous suit, en ce net moment, qu'il a été plutôt signé un arrêté avec le conseil de ministre provincial. Jean-Tini Ngobila a signé bien sûr un arrêté fixant les itinéraires et la nomenclature de prix des transports dans la ville de Kinshasa. Là, je pense que c'est une information que nous devons retenir, mais jusque-là, son exécution traîne encore. On ne sait pas la raison, nous ne travaillons pas là-dessus, mais sinon, c'est que nous pourrions vous informer en rapport avec ce que notre invité vient de dire. C'est un peu ça. Mais aussi, il faut savoir, maître, que Félix est quand même honnête, de reconnaître que son pays est un des pays les plus pauvres d'Afrique. Où les choses ne marchent pas comme vous venez de le dire. La RDC est le premier pays aujourd'hui qui vend le pain à 100 francs, c'est-à-dire pain coupé. La RDC est un pays aujourd'hui qui parfois, Thomas Tibakata, comme notre invité a dit, bon, ce sont des choses pour lesquelles ce sont des réalités socio-économiques qui battent plein dans la RDC, dans notre pays, qu'on doit parler. Raison pour laquelle nous devons plutôt faire parler nos invités, et il doit nécessairement s'exprimer parce qu'il a une ambition, il a un rêve, seul de voir le Congo émerger dans le bon sens et que son peuple profite de la richesse de sa terre. Maître, dans tout ça, mais Félix, c'est que je disais, il est quand même honnête de reconnaître ce que vous venez de dire ici. Est-ce que, messieurs les journalistes, est-ce que le peuple a besoin de cette honnêteté? Le peuple attend que le chef de l'État vienne dire qu'il est honnête? Parce que jadis, Kabila aimait parfois. Est-ce que le peuple a besoin de voir un chef de l'État qui reconnaît ce faiblesse et qui dit non, écoutez, je suis honnête, je reconnais? Non, monsieur les journalistes. Le peuple a besoin d'observer un vrai changement. Le vrai changement. C'est ça aussi quand même le début d'un changement, parce que nous devrions quand même le reconnaître. À l'époque jadis de la République de Kabila, Mende, qui fut porte-parole du gouvernement, ne reconnaissait pas parfois le faille de leur gouvernement, qui disait autrement les choses. Et quand même, Tshisekedi l'a avoué devant son micro que non, voilà, le pays ne marche pas, mon pays demeure encore le dernier pays dans la liste. Messieurs les journalistes, la Bible ne dit-elle pas que nos actions parlent plus haut que notre parole? En tant que chef de l'État, je conçois mal qu'on passe devant la télé ou lors d'un discours adressé à la nation, qu'on commence à reconnaître ces failles. Sinon, ça serait une fuite en avance pour justifier, n'est-ce pas, la non-réalisation, n'est-ce pas, de tout ce qui a été donné comme promesse. Au lieu de faire des discours, passer directement à l'action. Par exemple, comme le peuple était en train de souffrir, quand tu l'es passé à l'action, n'est-ce pas, à la gratuité de l'enseignement, ça ne valait plus la peine de dire non, écoutez, j'ai apporté un changement. Mais tout le monde là où il s'est trouvé, il a reconnu qu'il y a quand même un souffle, qu'il y a quand même un changement. Alors, je conçois mal qu'on nous dise ici, non, écoutez, la RDC, le pays le plus pauvre, tout ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire de cette pauvreté? Faudra-t-il croiser les bras parce que c'est un pays pauvre? Quels sont les mécanismes, n'est-ce pas, mis en place dans le souci de lutter contre cette pauvreté? C'est très important. Au lieu d'avouer, non, parce qu'on est honnête, tout ça, moi, je ne partage pas cet avis-là. 60 ans après, le Congo reste une référence. De la barbarie, de la connerie humaine, de guerre, de groupements politiques, ou qu'est-ce que le monde entier peut exactement voir du Congo après 60 ans après? Seulement dans le mal, peut-être qu'il y a aussi dans le bien. Qu'est-ce qu'on peut référer du Congo dans le pays du monde? Après 60 ans, bien sûr. Bon, en fait, monsieur le journaliste, après 60 ans, je ne dirais pas ici que le Congo à 100% n'a qu'un bilan négatif. Moins encore,
à 100% n'a qu'un bilan positif. D'autant plus que je dois faire attention par rapport à votre temps. C'est comme ça que je ne voudrais pas ici beaucoup parler, peut-être dans les émissions prochaines. On va développer beaucoup de questions. 60 ans, on nous a parlé de l'indépendance. Nous sommes indépendants, on a chanté, on chante, on fête l'indépendance. Alors, parce qu'on parle de l'indépendance, je voudrais ici aborder beaucoup d'aspects. Parlons maintenant de l'indépendance scientifique. Lorsque notre système éducatif n'évolue pas, je vais vous en prouver. À l'université, vous pouvez aller à l'université aujourd'hui, les syllabus qui ont été enseignés il y a 10 ans passés, les mêmes syllabus sont en train d'être enseignés jusqu'à aujourd'hui, sans aucune innovation. Ça, c'est, si vous me permettez, je peux entrer dans les détails plus forts. Allez-y, vous êtes... Lorsqu'on cite les universités, le meilleur en Afrique, peut-être que je n'étais pas informé, je ne crois pas que vous allez me citer une université de la RDC qui a été citée. Mais lorsqu'on cite le pays le plus corrompu du monde, je dis bien, la RDC est citée. Et c'est parmi les 5 premiers. Lorsqu'on cite les pays dans tous les domaines, dans les bons sens, nous ne sommes pas là. C'est toujours dans la médiocrité. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir le courage de dire que nous avons évolué. D'autant plus que si Lumumba ressuscitait aujourd'hui, je ne crois pas qu'il pouvait avoir le goût du sens du combat qu'il a mené. Donc Lumumba va regretter. Il va beaucoup regretter et peut demander d'aller vivre dans l'au-delà que de continuer à vivre en RDC. Et un ami me faisait rire, une parenthèse, qu'un Congolais, dès qu'il meurt, s'il va en enfer, c'est que Dieu est injuste. Pourquoi? Je dis pourquoi. Il dit non, mais parce que les Congolais vivent son enfer ici sur la terre. Et donc, c'est tout à fait normal que je vois. Les Congolais décèdent, qu'ils partent directement au paradis. Imaginez-vous. Alors, je parlais de l'indépendance scientifique. Aujourd'hui, un petit garçon de l'humanité ou de l'école primaire peut vous dire que le Brésil est le premier pays producteur du bleu tel. Il peut vous parler de la pure Soumanguru Katei. On peut vous parler de Jeanne d'Arc, comment est-ce qu'il a libéré la France, tout ça. Mais dans notre système éducatif, où est-ce que vous irez, où vous trouverez, on vous parlera de Lumumba. C'est un problème. De Kipanvita, de la lutte de Simon Kimbangu, tout ça. Et Lumumba n'était pas seul. Il avait ses compagnons, parmi lesquels je cite ici Paul, Okito et les autres. Likango et j'en passe. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler, n'est-ce pas? Évariste Kimba, je complète le maître. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de tous ces gens-là à nos enfants au niveau des écoles? Mais on nous met dans une situation où on vous parle de l'empire du Ghana, tout ça, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela apporte vis-à-vis à notre vie sociale? Je ne vois pas grand-chose. Et donc, lorsqu'on n'est pas à mesure de formuler ne fût-ce qu'une réforme sur le système éducatif, il se pose un problème. Du point de vue de l'économie, là, on n'en parle pas, je ne voudrais pas entrer dans ce secteur. Donc, à tous les niveaux, je ne vois pas. Donc, c'est vrai que nous avons l'indépendance, mais cette indépendance est partielle. Et nous sommes assignés l'objectif d'atteindre l'indépendance totale à tous les niveaux. Vous êtes quand même Congolais et Quinois vivant. Ben, vous n'allez pas me dire, échapper aussi quand même dans l'art, il y a une référence culturelle que le monde peut voir en RDC et que le Congo existe et vit quand même. Regardez nous sommes africains, nous sommes les Bantous. Et lorsque vous parlez de la musique, tout ça, la musique, quand je vais citer ici les Franco Luambo, le Vieux Lutumba Cimarron, les Pépé Calais, c'est une musique qui avait essence. C'est une musique que l'on pouvait, qu'un père ou un papa avec sa femme, avec les enfants, pouvait suivre au salon.
La musique dont vous faites allusion aujourd'hui, je ne vois pas un parent sérieux qui peut être au salon avec sa femme, ses enfants, en train de regarder cette musique. C'est une musique obscène. Et je ne dis pas ici que c'est tous les musiciens, tout ça, mais la majorité absolue, la majeure partie, c'est une musique obscène qui ne donne pas le goût de regarder. Tout ce que moi je veux savoir, vous complétant, est quand même de pouvoir chercher une activité, des actions, quand même un modèle pour lequel la RDC peut enseigner au monde. Et dans votre allocution, bien sûr, tantôt, vous venez de dire, je trouve qu'il n'y a rien vraiment. Je sais que la RDC peut enseigner 60 ans après son indépendance en face du monde. Bon, à la face du monde, parce qu'il faut être sincère, personnellement, la RDC a beaucoup de potentialités. Mais dès lors que ces potentialités ne sont pas encadrées, ne sont pas orientées, tout ça, ça tombe dans un désert, dans un désordre systématiquement organisé. Et que ça ne permet pas au reste du monde de voir ce qu'ils peuvent retenir de chez nous. Mais sinon, on peut dire non, la RDC c'est un pays qui a une grande forêt, du point de vue au monde, après l'Amazon, tout ça. Et la RDC a le lac le plus poissonneux du monde, tout ça. Ce sont ces valeurs-là qu'on peut reconnaître. Ce sont des choses que Dieu nous a données. Mais dire que non, il y a un gouvernement de la RDC qui a initié une action qui a permis au monde de tirer des modèles, tout ça, depuis que j'existe jusqu'à ce jour, je n'en ai pas encore trouvé. Alors, en tout cas, à mon niveau, je ne trouve pas encore ce qu'on peut donner en termes de leçons ou de modèles au monde jusque-là. Voilà. Moi, je pense qu'il a tout dit. Il a bien exposé sa pensée. La RDC et Lokamalonga, bon, en fait, nous l'avons connu avant RDC Lokamakasi, mais Koyoka Maître, Koyoka notre invité, nous comprenons que RDC est Losui à Makasti. Là, on dirait Lokapétin. Je ne dis pas ça. La RDC... 60 ans après, bien sûr. La RDC reste le grand pays qui a beaucoup plus de potentialité. Mais ce que je vais dire ici, que cela soit organisé. Et je crois que la RDC aura cette chance lorsqu'il va bientôt avoir des dirigeants sérieux. Parce que je pense que par l'entremise de notre parti, nous sommes en train de travailler dans le souci de briguer la magistrature. On va y aller, ne vous en faites pas, maître. La magistrature suprême, c'est-à-dire la présidence de la République et beaucoup plus des institutions du pays. Et je crois que lorsque l'MDVC accède au pouvoir, tout va changer. Et je considère que c'est une grande bénédiction pour le pays, comme les enfants d'Israël ont fait longtemps en Égypte. Il a fallu qu'un certain Moïse arrive pour leur libération. C'est comme ça que la RDC, longtemps souffert, longtemps dans un chaos organisé. Alors, voilà que l'MDVC arrive avec son initiateur qui est le professeur Dr Justin Moudekereza. Je vais peut-être vous poser une question. Bon, vous êtes là présent, M. Jean-Paul Ongala. Vous pourriez quand même nous dire, dans la politique, au Tanguelibiso, 2 personnes, au cause à référence politiquement, la RDC, la musique, 2 personnes. C'est qu'on dit Banamboka et qui peuvent faire la fierté du pays à travers le monde. Au Tanguelibiso, 2 personnes en musique, 2 personnes en politique, puis 2 personnes en sport. Est-ce qu'on peut aller? On commence avec la politique. Bon, avec la politique, quoique je ne viens pas ici faire la publicité de gens. Non, même pas. Je ne viens pas faire la politique et la publicité des gens ici. Mais en tout cas, je me réserve cette question parce que je n'ai pas vraiment de modèle jusque-là. Si je dois être sincère,
je n'ai pas de modèle à vous citer ici. Mais dans la musique, je peux vous citer quelqu'un comme Simaron Lutumba, qui n'est plus paix à son âme. Et je peux vous citer encore, qui est encore ici. Je vais vous parler ici de Papa Wemba, qui a fait le beau temps de son histoire, de sa carrière. Ça suffit. En sport, là nous sommes vraiment au top, la RDC est au top. Au sport, il y a le foot, le boxe, il y a tous les domaines. Il n'y a pas longtemps, vous venez de voir les jeunes Ilunga qui a remporté le poids lourd le championnat du monde. Et puis, au niveau du sport, vous avez des joueurs comme le Cédric Bakambu. Vous avez tant d'autres. Là, je pense que Maître Adal Monamboka, il a quand même reconnu le capacité, le mérite et quand même les apports. Il y a Banamboka, le compatriote. Vraiment, vous êtes nombreux à travers le monde. Nous vous saluons, chers Congolais. Et Maître Jean-Paul Longala vous aime, raison pour laquelle il a quand même pris le temps de pouvoir parler de ceux qui font la fierté du pays à travers les mondes. Dans la politique, il n'y a personne. Le MDVC est un mouvement. À son sein, il réunit quels gens, quelles personnes et quels regroupements ou partis politiques. Seulement mouvement ou, je ne sais pas, le concept mouvement d'élite. Je pense qu'il y a quand même des gens qui contribuent. Je vais vous parler ici. Si vous regardez là-bas, vous allez voir le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Et là, je retiens l'élite et le vrai changement. L'élite, pourquoi? Parce que depuis un certain moment, parce que la politique a déçu, alors les élites, la crème intellectuelle qui pouvait faire la politique en apportant des innovations sérieuses, systématiques, quand on le regarde, la manière de gérer, ils se disent, en tout cas, nous, vraiment, je ne peux pas participer. C'est horrible, c'est de la honte. Ils se retirent et se cachent vers la société civile. Ils se retirent et se cachent vers la société civile. Alors, c'est comme ça que nous, au sein du MDVC, nous disons, cette élite-là, pourquoi on ne peut pas aller la chercher partout où elle se trouve? Pourquoi on ne peut pas aller vers cette élite, la chercher partout où elle se trouve, et la mettre ensemble, le ramener vers le MDVC dans les soucis d'œuvrer ensemble. Voilà le sens du mot élite. Mais au-delà de cette élite, nous n'excluons pas le reste de la population. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas allés à l'école parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Il y a des gens qui n'ont pas eu à avancer parce qu'ils n'étaient pas assistés ou accompagnés ou orientés. Mais ces gens-là, chacun est capable de faire quelque chose là où il se trouve. Et selon ses capacités. Nous disons, lorsque nous avons cette élite, nous irons à la deuxième position vers toute cette population, chercher comment les mettre dans un ensemble, trouver un cadre où chacun a ce qu'il sait faire, qu'il le fasse de manière propre, dans le souci d'obtenir un vrai changement. Pourquoi le vrai changement? Parce qu'on se sous-entend que quelque part, il y a eu un faux changement. Et c'est par rapport à ce faux changement qu'il faut faire tout pour obtenir le vrai changement. Et un élite peut-être que vous pourriez citer, parce que là vous avez échappé à notre question de deux personnages, peut-être politiques que vous connaissez ou que vous pourriez avoir comme modèle. Dans le MDVC, il peut y avoir deux personnes. Oui, ils sont nombreux. Je vais commencer ici par le numéro 1 qui est le docteur Justin, professeur Moudekiré. Vous n'avez pas voulu citer son nom. Oui, alors c'est un véritable élite, un humaniste qui
qui s'est rencontré, qui a un sens très élevé de responsabilité, nous avons la personne de notre secrétaire général, la personne de M. Augustin Bissimois, qui, quand vous le regardez physiquement, vous sentez, avant qu'il vous donne sa parole, vous comprendrez déjà que c'est un responsable, même du point de vue de sa présentation. Et quand vous l'écoutez, vous n'aurez pas le temps de rentrer tel que vous étiez venu. Comme pour paraphraser la Bible ici qui dit qui a rencontré Jésus et rentré tel qu'il était venu. Hein? Vous comprendrez que c'est quelqu'un, c'est un nationaliste, quelqu'un qui a essence élevée de patriotisme, quelqu'un qui incarne, n'est-ce pas, l'amour du patrie. Maître Jean-Paul chrétien? Bien sûr, il est chrétien. Parce que je vais vous rappeler que déjà ici, on est enseigné autrement, hein, avec vos deux versets et vos prédications déjà, qui fait objet de votre témoignage chrétien. Vous priez en quelle église? Bon, je ne voudrais pas ici répondre à cette question en vous donnant l'église où je parle, je prie, mais je vous dis, je suis chrétien et le témoignage de ma chrétienté, ce que je ne voudrais pas vous dire, mais regardez la marche que nous allons faire avec vous, tout le temps que nous allons passer avec vous, vous aurez cette réponse. Je ne voudrais pas vous répondre ici pour ne pas donner l'impression de se vanter. Mais on est ensemble, vous comprendrez au fil du temps de quoi réside ma chrétienté. Moi, je l'ai compris, mesdames, messieurs, que c'est une personne humble, beaucoup plus d'ambition, comme on le dit en français, ambitieux, mais qui vraiment voit avec beaucoup plus d'abnégation à pouvoir rendre son travail parfait. C'est cette personne-là que moi je connais et je pense que vous et nous comprenons quand même qu'au fil de cette émission, qui est Monsieur Jean-Paul Ongala, maître bien sûr, que nous avons invité pour vous, pour débattre sur le sujet d'actualité. Avant peut-être d'entamer notre vif du sujet, ou avant peut-être que nous puissions parler de cette actualité qui fait le buzz, de cette actualité qui crée problème, de cette actualité que si vous tendez un micro devant un Wewa qui sont nos amis, et je vous salue les Wewa, ils vont peut-être vous dire autre chose, mais qui se sont permis de pouvoir saccager, créer un problème aux parlementaires parce qu'il y a une proposition de loi. Je pense que nous allons aussi parler de cette question-là qui a fait problème vraiment, mais qui semble jusqu'à aujourd'hui ne pas avoir une réponse claire par rapport à cette proposition de loi. Et notre dernière question quant à l'actualité de l'indépendance, c'est que qu'est-ce que le jeune Congolais peut avoir comme lueur d'espoir pour demain? Les jeunes Congolais ne doivent pas perdre l'espoir parce que tant qu'il y a la vie, tout est possible. Les jeunes Congolais, c'est ici l'occasion de saisir l'opportunité de saisir cette occasion pour se révolter positivement, c'est-à-dire avoir une révolution de mentalité et à tous les niveaux. Parce que dans deux états-majors des partis politiques, on vous dit l'avenir de la jeunesse et l'avenir du demain. Et littéralement, aujourd'hui nous sommes mercredi, demain c'est jeudi. Quand on arrive jeudi, on vous dit c'est demain. Et c'est comme pour dire que le vieux doit continuer à gérer et vous jeunes, vous irez à la retraite sans avoir travaillé. C'est comme ça que les jeunes ne doivent pas continuer à demeurer dans cette conception-là de la jeunesse, l'avenir du demain et la jeunesse, que la jeunesse prenne conscience et dire que la jeunesse, c'est aujourd'hui et non demain. Parce que si on se dit la jeunesse, c'est aujourd'hui et non demain, je crois que chacun là où il est, il peut arriver à faire quelque chose pour le pays. Et tant qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore de la vie, il y a de l'espoir, et c'est à tous les niveaux.
Ok, merci. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Maître, nous sommes dans la dernière partie de notre émission. Bien sûr, nous allons aborder avec vous les questions ayant trait à la proposition ou encore aux propositions de loi Mina Kusakata qui fait problème. Qu'est-ce que vous entendez par cette loi? Bon, merci, monsieur le journaliste. C'est une question qui fait couler de l'encre. C'est une question que je vais aborder ici à deux volets. Le premier, c'est qu'il faut reconnaître que pour tout parlementaire qui se respecte, qui connaît le pourquoi il est appelé parlementaire, la mission principale, c'est de proposer des lois. Et donc, du point de vue de cet aspect, Mina Kusakata, ce sont des gens à jeter de fleurs, parce qu'ils ne sont pas allés au Parlement pour croiser les bras. Puisqu'ils ont voté une loi étant dans leur attribution qui pourra modifier l'appareil judiciaire congolais. Parler de deux aspects sur lesquels je vais aborder cette question. Le premier aspect, c'est qu'il faut le reconnaître, qu'il est de leur rôle, de leur mission principale, de pouvoir proposer des lois. Là, c'est OK. Et en tant que tel, le fait pour eux de proposer des lois ne remet pas en cause leur qualité et mission régalienne. Alors, ces lois, n'est-ce pas, après avoir été proposées, il y a une procédure. Si l'Assemblée nationale adopte, il faut qu'on envoie au Sénat. Le Sénat qui, après examen, peut arriver à adopter. Et après le Sénat, on envoie au niveau de la Cour constitutionnelle pour le contrôle de la constitutionnalité. Et après quoi, ça pouvait passer chez le président pour la promulgation. Et si le président constate qu'il y a une constitutionnalité, eh bien le président a le pouvoir de renvoyer ces lois au niveau de l'Assemblée nationale. Expliquez-nous un peu, maître, s'il vous plaît. Est-ce que quand une loi semble avoir l'inconstitutionnalité, peut aussi passer la compétence de la Cour constitutionnelle pour que cela soit jugé au niveau de la présidence? Ça, c'est la volonté des constituants. C'est-à-dire, à tous les niveaux, les constituants ont voulu donner le pouvoir au président de la République d'appréciation au dernier niveau. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle peut juger constitutionnel, peut conforme à la Constitution, mais que le président peut à son niveau estimer que ce n'est pas conforme. Il a le pouvoir de renvoyer tout en mettant des annotations en soulevant l'inconstitutionnalité et renvoyer la loi au niveau du Parlement. Mais avec les trois propositions de loi ici, Mina Kusakata, ces propositions n'ont pas eu cette chance de franchir même le Sénat. Et ça fait rage. Alors, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est quoi? Une proposition de loi ne peut venir que lorsqu'il y a un problème posé qui intéresse l'auteur de la proposition et qui veut apporter une solution. Je reprends. Une proposition de loi peut venir que lorsque son auteur constate qu'il y a un problème et que face à ce problème, il faut apporter une solution. Donc, cette proposition est venue apporter une solution. En principe, c'est ça. Il y a un problème. L'auteur constate qu'il y a un problème. Et pour trouver une solution, apporter une solution à ce problème, il faut proposer une loi. Et cette proposition, du point de vue de l'auteur, est supposée ou considérée comme une solution qu'on vient apporter au problème qui a fait objet de constat. Alors, la loi arrive au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que je vais ici souligner
que la loi est promulguée au nom du peuple. Et alors, là où ça pêche, c'est quoi? C'est lorsque, en amont, les peuples sur qui, au nom de qui on va promulguer cette loi, dit qu'il ne veut pas de cette proposition de loi, mais que l'auteur persiste, que coûte que coûte, ça doit passer. Pour quelle raison le problème où une loi peut être débattue au sein de l'Assemblée et qu'il y ait un problème de la compréhension au niveau de la base ou de la population? N'est-ce pas que c'est pour cette population que la loi a été proposée, comme vous venez de le dire, pour apporter une solution, bien sûr? Je dis à principe, ça devrait être ça. Mais le Parlement que nous avons, ce n'est pas ça. Le Parlement que nous avons a des lois à titre individuel. Individuel, c'est quoi? Moi, Jean-Paul, je me dis, j'ai des problèmes et pour me protéger de ces problèmes, je dois initier une loi qui me protège moi. La preuve, c'est quoi? Si la loi a été proposée au profit du peuple et que le peuple n'en veut pas, vous affirmez que cette loi veut protéger qui exactement? Laissez-moi finir mon fil d'idée. Et pourquoi je dois persister afin que ça passe coûte que coûte? Alors, ce qui a retenu notre attention, c'est quoi? C'est que ces trois propositions de loi ne sont venues que pour protéger les individus. Et pourquoi protéger les individus? Parce que ça vient en violation de la Constitution. Je vais vous prouver ici. Ces trois propositions de loi viennent renforcer les pouvoirs d'injonction au ministre de la Justice. Ce qu'ils ont appelé abusivement les mesures conservatoires. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire objet de poursuites à travers un acte qu'on appelle citation directe. Mais pour d'autres personnes, avant d'initier une action ou avant de les poursuivre, les magistrats doivent commencer. Tout doit commencer par les magistrats. Mais lorsqu'on vous dit le ministre de la Justice a le pouvoir de prendre des mesures conservatoires sur les magistrats du parquet, il se pose un problème. Alors que les deux pouvoirs ne sont pas le même. Il y a la Constitution qui consacre le principe de séparation du pouvoir. Ils sont allés plus loin pour restreindre le pouvoir du président de la République. Lorsqu'on vous dit, je vais vous lire les articles qui sont violés, on va restreindre le pouvoir du président de la République. Lorsqu'on vous dit le vice-premier ministre a le pouvoir disciplinaire sur les magistrats du parquet, ça c'est une entorse à la justice. Alors que l'article 82 de la Constitution dispose ce qui suit. Les présidents de la République nomment et relèvent de leurs fonctions et, les cas échéants, révoquent par ordonnance les magistrats du siège du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, article 82, alinéa 1er. On vous dit, les présidents de la République nomment et relèvent de leurs fonctions le juge, les magistrats du parquet, sous une proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ici, on vous dit non, écoutez, désormais, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Justice, qui doit relever, qui doit sanctionner les magistrats, qui a un pouvoir disciplinaire sur les magistrats. N'est-ce pas, c'est une violation de l'article 82? Alors, lorsque vous lisez... J'aimerais un peu poser une question pour ceux qui sont ignorants. Et quand un magistrat commet un forfait ou une infraction, il est discipliné ou sanctionné par qui? De par l'autorité? La loi était claire là-dessus. Oh, la loi nous dit ceci. Il y a un organe qui est chargé de discipliner, qui est doté du pouvoir disciplinaire des actes de magistrats.
ce qu'on appelle Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire quand tu as un magistrat qui marche à la contre de la loi, il est interpellé devant le Conseil supérieur de la magistrature et c'est là qu'il sera attendu et après son audition et que les faits sont établis, il sera sanctionné. Mais ici, avec la loi ici, on vous dit, le ministre de la Justice peut en train de somnoler et après son état de somnambule, il peut décider, toi magistrat X, Y, parce que tu as fait ça, voici la sanction. C'est grave. Alors, je passe à l'article 149 qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui ne soumet pas le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Je parle avec la Constitution. Oui, ici, l'article 49 vous parle, alinéa 1er, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif, oui. Alors, je ne vois pas d'où vient l'idée d'associer les ministres de la Justice au conseil de procureurs, au conseil de supérieur de la magistrature, et il parle de conseil de collège de procureurs. D'où vient cette idée-là? Je ne comprends pas. Et ça n'a pas de sens. C'est une entorse. N'est-ce pas? C'est une violation de l'article 149. Alors, pour enrichir surabondamment, je vais parler ici, faire la lecture de l'article 152 qui détermine l'organe compétent pour la gestion du parquet. Article 152 de la même Constitution dispose ce qui suit. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Article 152 de la Constitution, alinéa 1er, dispose que le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. On nous signale, malheureusement, on nous signale qu'il nous reste une minute. Mais justement, maître, je pense que c'est très pédagogique que nous ayons encore le temps de pouvoir parler de tout ça. En fait. Parce que nécessairement, c'est très capital. Moi, avec vous ici, moi personnellement, je viens d'apprendre, comme nos téléspectateurs et internautes aussi ont appris, avec vous, par votre lecture de la Constitution et par votre méthodologie d'éclairer la lanterne juridique dans la conscience et dans le savoir de plusieurs Congolais et autres personnes qui nous suivent. Mais si vous pouvez avoir un dernier mot sur vous, sur le parti, après je vais peut-être vous poser une petite question pour clore l'émission d'aujourd'hui. Quel serait votre dernier mot? Bon, d'abord je vais commencer par le parti. Parce que je considère que le parti, l'MDVC, c'est un cadeau et donc que Dieu donne à la population congolaise autant souffert. Parce que l'MDVC, avec son initiateur qui est le professeur Dr Justin Moudekereza, ça apporte une nouvelle vision dans la politique congolaise. Ça apporte une innovation, un nouveau courant, une nouvelle manière de faire les choses dans le parti, dans la politique congolaise. C'est comme ça que ici, tout ce que je peux faire, c'est de pouvoir appeler tous les jeunes, les vieux, tous ceux qui ont été déçus, toutes ces élites partout se trouvent, et la population congolaise à son entièreté, de pouvoir venir adhérer, afin qu'ensemble, nous puissions militer et obtenir le gain de cause, donc le vrai changement. Alors, je vais vous remercier, vous. Merci. Vous avez accepté de vous départir de votre temps pour venir ici nous accorder cette émission. Et pour moi-même, si vous le permettez, je vais laisser mes numéros de contact. Oui, allez-y, allez-y. Vous êtes devant un monde qui vous attend, qui vous écoute et qui a quand même appris par ce que vous venez de dire. S'il peut y avoir des interactions ou un feedback,
Le maître va donner son numéro et si vous voulez peut-être faire votre adhésion et lui joindre ou lui rejoindre au sein du mouvement d'élite, il est là libre, il va recevoir et répondre à toutes vos préoccupations. Vous pouvez quand même donner votre numéro de téléphone. Oui, c'est le plus 243 81 982 27 87. Plus 243 81 982 27 87. C'est mon numéro de contact pour tous ceux qui veulent, qui voudrions venir confirmer leurs adhésions. Ils n'ont qu'à nous contacter. Nous sommes sur le croisement des avenues Kanda-Kanda, Kassavubu. Et c'est là où se trouve notre siège national. Et voilà, on n'a pas grand-chose à dire. À part ça, je crois qu'on ne peut pas nous abuser de votre temps. Dans les émissions prochaines, nous allons aborder la question avec toute assiduité. C'était un réel plaisir, mesdames, messieurs, de pouvoir partager ces moments avec vous. Et un moment très précieux que nous avons eu à partager avec Maître Jean-Paul Ongala, cadre du parti MDVC, analyste politique et un grand courant de la pensée contemporaine, comme moi je l'appelle. Bon, pour moi, Elvis Meti, Magister, c'est un réel plaisir de faire cette émission. Actualité du jour avec vous, derrière la caméra, on ne peut pas oublier les concours de celui qui a fait en sorte que les images puissent vous parvenir. Cédric était à la caméra et à la réalisation. Et pour moi, restez branchés et partagez, aimez, likez Pelo Pro Télévision. Surtout, n'oubliez pas de partager les infos et les actualités. Quant à moi, le suite au prochain numéro. Pelo Pro TV, mais libi ambiance, boya kotale monde, boya kotale.